Alors, on va changer de chapitre, tout simplement. On va faire un chapitre 3 donc, qui va s'appeler espace vectoriel tangent. Donc, on va introduire maintenant la notion de vecteur en un point, bien sûr, parce que entre deux points, ça, on oublie. Mais évidemment, pour pouvoir parler de vecteur, dont on voit bien que c'est lié à des tangentes, c'est lié à... Alors, on va voir que c'est lié aussi à la dérivée directionnelle. Il fallait déjà introduire la notion de différenciabilité, sinon on ne peut même pas dire qu'une courbe est lisse. Enfin, pour faire une tangente à une courbe, il faut qu'elle soit lisse, mais ça veut dire quoi lisse? Alors, chapitre 3. Espace vectoriel tangent. Ok, alors je vais faire une introduction d'abord. Essayer essentiellement de motiver la définition qui va suivre. Donc, rappel ce que je disais. Donc, on n'a pas de notion de vecteur d'espace. Ça, c'est vraiment le... Enfin, c'est-à-dire entre deux points. Et ça comme conséquence, il y a un double problème. Tout d'abord, on ne sait pas définir a priori, en tout cas de façon habituelle, la tangente à une courbe. Parce que c'est quoi la tangente à une courbe? Intuitivement, ordinairement, c'est en fait la meilleure approximation linéaire à la courbe. Et donc, vous voyez tout de suite le problème. Meilleure approximation linéaire, il y a déjà une notion de droite, et je ne sais pas ce que c'est qu'une droite. Une droite, c'est une courbe qui a toujours la même tangente, justement, mais j'ai besoin de définir la tangente. Qu'est-ce que c'est? Qui va toujours dans la même direction, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une direction. Donc on n'a pas de notion de direction, a fortiori on n'a pas de notion de linéarité, et puis on n'a pas non plus de notion de meilleure approximation. Ce serait quoi la meilleure approximation? C'est celle qui s'en éloigne le moins, mais il n'y a pas de notion de distance non plus. Donc en fait, il y a un problème là. Mais bon, très bien, soit. On va quand même définir, pas des tangentes, on définira des vecteurs tangents, on verra ça. Donc, premier problème, définir la tangente à une courbe. Deuxième problème, définir la différentielle d'une fonction différenciable. Parce que vous aurez noté que on a défini, en introduisant la structure différentielle, on a défini ce que c'était qu'une fonction différenciable, mais on n'a pas donné sa dérivée. D'accord? C'est-à-dire, vous vous rappelez, j'ai m au a avec une fonction f dans n au a, ok, enfin à l'arrivée, au n, au m. Je dis, j'avais x, j'avais y, je dis que f est différenciable si y rond f rond x moins 1 est différenciable. Ok, donc j'ai défini ce que ça voulait dire être différenciable. Mais dans cette définition, à aucun moment j'ai dit ce qu'était la différentielle de f. Qu'est-ce que c'est la différentielle de f en fait? Je ne l'ai pas dit, et là, il n'y a rien qui me permette de le dire. D'accord? Parce qu'encore une fois, le problème, ce serait que j'aurais besoin de faire quelque chose un peu comme ça.
Et puis en plus, prendre le taux de variation par rapport à une variation d'espace, et ça n'a pas le moindre sens. D'accord. Donc j'ai défini ce que voulait dire différenciable, mais je n'ai pas défini ce qu'était la différentielle. Ce qui est intéressant en soi. Alors, ok. Encore une fois, il faudrait une notion préalable de vecteur que je n'ai pas, etc. Alors, ceci dit, la notion de dérivée, elle est toujours locale. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on écrit f de x plus dx moins f de x sur dx et qu'on en prend la limite quand dx tend vers 0, de ça, qu'on appelle ça la dérivée de f au point x, vous voyez que j'ai besoin de la structure, j'ai besoin des valeurs de f autour du point x, j'ai besoin d'une notion de différence pour x, mais à la fin, j'ai un objet qui est local. Ça donne un peu un espoir quand même. Parce que, vous voyez que il pourrait y avoir un moyen, malgré tout, de définir une grandeur locale par elle-même, alors d'une façon qui serait liée à la manière dont la fonction évolue, mais je n'ai pas de problème à dire que la fonction évolue sur la variété. J'ai une certaine variété m, j'ai une certaine fonction f, qui n'est pas la même en chaque point, donc je peux dire effectivement qu'en ce point-là, la fonction n'est pas la même qu'en ce point-là. Les variations de la fonction, ça a un sens. Mon problème, c'est de pouvoir rapporter la variation à un écart de position que je ne sais pas définir, lui. Mais, alors, il y a une notion, enfin, la clé du problème, ça va être d'introduire, de regarder ce qui se passe, disons, ça va être, comme on l'a fait avant ici, de ramener un problème de différenciabilité sur la variété, qui n'est pas défini, tout simplement, à un problème de différenciation sur une carte, ou en tout cas, alors sur une carte ici, ou au départ de R ou de Rn, enfin, dans des espaces où j'ai une notion de différenciabilité. Et la notion de tangente à une courbe s'appuie sur la notion de courbe qui est parfaitement bien définie dans une variété. Dans une variété, je peux considérer cette courbe-là, voilà. Et si j'ai une fonction f dans l'espace, je peux regarder la variation de f quand on se déplace le long de la courbe. Alors on a l'air peut-être à première vue d'avoir rien gagné en disant ça, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire me déplacer dans l'espace. Si, enfin, ça veut dire changer de position, mais je ne peux pas faire un vecteur, je ne sais pas l'exploiter pour faire quelque chose comme ça. J'ai l'air d'avoir rien introduit là, mais en fait, j'ai fait quelque chose qui a l'air de rien, mais qui est énorme. C'est qu'une courbe, c'est quoi une courbe? Gamma, je vous rappelle que c'est une fonction de R dans M. Et ensuite, vous avez la fonction f de M dans Rn. Pardon, de M dans R. Si je prends une fonction définie sur l'espace. Je pourrais aller dans Rn, je peux aller dans R. Par exemple, la température dans l'espace, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Vous pouvez avoir des lignes de niveau ici, voilà la température, voilà les zones de température égale, puis là la température, on va dire qu'elle remonte, voilà, puis là, voilà, ça fait... Voilà des courbes de niveau. En chaque point de l'espace, la température vaut ce qu'elle vaut. J'ai la température, ça pourrait être la densité de charge, n'importe quoi. J'ai des fonctions définies sur l'espace qui valent ce qu'elles valent au point, à chaque point. Et donc, la fonction de M dans R, je sais ce que ça veut dire être différenciable pour cette fonction. Si je le projette dans une carte, ça doit dépendre continuellement des coordonnées des points. D'accord ?
Mais je n'ai pas de notion de différentiel parce que je ne sais pas ce que ça veut dire se déplacer dans M. Par contre, si j'introduis une courbe, je sais ce que ça veut dire se déplacer le long de la courbe. Et là maintenant, j'ai une bête fonction de R dans R. Et celle-là, je sais la différencier. Alors, l'idée va être très simple et très puissante, d'autant plus puissante qu'elle est simple, parce qu'elle est complètement générale. L'idée va être d'introduire une notion de direction en un point sur la variété en disant je me déplace le long de telle courbe. C'est-à-dire une courbe donnée donne une notion de direction en fait. On suit la courbe, je vais par là, d'accord? Alors le problème c'est que plusieurs courbes en un point peuvent donner la même direction. Oui, certes, donc il n'y a pas une relation univoque entre une courbe et une direction. Mais il y a l'idée malgré tout que je peux manipuler, je peux, comment dire, au moyen d'une courbe, je peux repérer des positions dans l'espace, dans le vrai espace, dans la variété, par une coordonnée qui est le paramètre de la courbe. C'est-à-dire, je suis au point gamma de lambda 0. Puis après, je suis au point gamma de lambda 1. Je suis à un autre point. Puis gamma de lambda 2. C'est-à-dire que la courbe, c'est pour ça que c'était important, comme je vous avais dit, qu'une courbe, c'est pas juste l'ensemble des points. C'est aussi, c'est la fonction de R dans M qui dit comment on la parcourt, cette courbe, en fonction du paramètre. D'ailleurs, je pourrais faire ça, revenir en arrière, repartir, etc. Tout est possible, a priori. Mais, en tout cas, je peux dire je suis à tel endroit à lambda 0, tel endroit à lambda 1. Bref, j'ai une courbe de R dans M qui, à lambda, associe gamma de lambda, qui est un certain point P dans M. Enfin, P de lambda, donc j'ai un certain gamma de lambda dans M. Et je peux me référer à des variations de position dans la variété à partir de variations du paramètre. Et ça, c'est mieux, parce que ça, je maîtrise complètement une variation de paramètre. Dès lambda, je sais ce que c'est. Je suis sur R ici. J'ai une notion différentielle très simple. Je sais ce que c'est la différence de deux nombres, tandis que la différence de deux points, je ne sais pas ce que c'est. Et encore une fois, c'est ça mon problème. Je ne sais pas ce que c'est la différence de deux points. Ça n'a pas le moindre sens. Mais la différence de deux nombres, oui. Donc, la différence de deux points sur la courbe, je peux la ramener à une différence de deux nombres, de deux paramètres de la courbe, les paramètres auxquels j'atteins les deux points en question le long de la courbe. Alors ça paraît une idée, alors c'est une idée évidemment très simple, ça paraît anodin, mais c'est très puissant. Et on va donc introduire à partir de ça la notion de vecteur. Je vois là dans ce que j'avais préparé que je voulais aussi vous parler. Oui, pour continuer à motiver le lien entre vecteur et dérivation, je veux parler du gradient. Alors, donc, là, je vois comment je peux contrôler par un paramètre réel un déplacement dans l'espace. Mais donc, il reste la question de dans quel sens on se déplace, dans quelle direction on se déplace. Et quand on a une fonction f, toujours à nouveau dans un espace, alors je représente la fonction f par ses courbes de niveau, par exemple. Voilà. Enfin, c'est-à-dire les courbes f égale constante, hein, vous voyez ce que je veux dire. Si je m'intéresse à la dérivée de la fonction f, si c'est une fonction de R dans R, encore une fois,
f' de x, c'est limite de f de x plus dx moins f de x sur dx, quand dx tend vers 0. J'ai déjà écrit ça plusieurs fois, mais c'est pas grave. Si je suis maintenant dans Rn, donc à nouveau je prends la température, Rn, R3, prenons l'espace standard, R3 dans R, voilà. La température dans l'espace. C'est quoi donc la température est distribuée de façon différenciable. La physique est continue, bien sûr, mais aussi différenciable. Donc T est une fonction différentiable. Comment je définis sa dérivée? Donc c'est le taux de variation, par définition, la dérivée, c'est le taux de variation de la fonction. Donc c'est un taux de variation par unité de déplacement. Cette chose-là qui va bientôt disparaître, enfin qui a disparu. Mais vous voyez que dès lors que je suis dans l'espace, j'ai une fonction qui dépend de la position dans l'espace, de la fonction, donc par rapport à un déplacement. La question, c'est, ok, mais un déplacement dans quelle direction? C'est-à-dire, si je me déplace là, le long d'une courbe de niveau, le taux de variation de la courbe, c'est 0. Si je me déplace, par contre, ici, là, comme ça, perpendiculairement, là, on a l'impression que ça va être la variation la plus grande. Puis si je me déplace en biais, ça va être une espèce de combinaison linéaire des deux, linéaire ou pas, d'ailleurs. En fait, vous connaissez tous la réponse, c'est que la variation, la dérivée de la fonction t est représentée par son gradient. Ça, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est quoi? Donc, alors, on le représente avec une flèche dessus comme un vecteur, gradient de t, en l'occurrence. Je vais prendre une fonction f quelconque de façon générale. Mais par exemple, pensez à la température. Comment est défini le gradient? Il est défini exactement en disant que la variation de la fonction f entre un point de coordonnées r et un point de coordonnées dr, f de r plus dr moins f de r, eh bien, par définition, df, c'est grade de f scalaire dr, comme vous savez. Tout le monde est familier de ça, hein? df, c'est grade de f scalaire dr. D'accord? Donc, gradient de f, c'est quelque chose qui... C'est la dérivée de la fonction, c'est quelque chose qui caractérise son taux de variation, mais ça dépend de la direction. Et malheureusement, vous ne pouvez pas écrire gradient de f égale df sur dr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'accord? Je peux faire ça, mais je ne peux pas écrire f de r plus dr moins dr sur dr vecteur, c'est divisé par un vecteur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, le gradient, il dit ça. Il dit que la variation de la fonction dépend de sa dérivée, de la manière dont elle évolue dans l'espace, donc c'est dérivée spatiale, et de la direction dans laquelle on se déplace. D'accord? Maintenant, regardez, je vais faire une chose très simple. Je vais diviser tout ça par dt. df sur dt, du coup, c'est grade de f scalaire dr sur dt, c'est-à-dire scalaire v. Le taux de variation temporelle maintenant de la fonction est lié à cette chose-là qui caractérise ces variations dans l'espace, donc ce qu'on a envie d'appeler sa dérivée spatiale, et à la vitesse en tant que vecteur, c'est-à-dire dans quelle direction on va et à quelle vitesse on y va. Donc vous avez une notion de dérivée de la fonction en fonction, enfin, dérivée spatiale,
qui est relié ici à une dérivée temporelle et à une vitesse de déplacement. Ça caractérise la courbe. Ça caractérise la fonction. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer. Je suis une trajectoire entre Paris et Berlin, et je regarde, j'ai un thermomètre, et je regarde ce qu'indique la valeur au cours du temps. La valeur va varier, enfin la valeur de la température va être maintenant une simple fonction de R dans R. La température va croître, décroître, à un rythme, donc ici ça va être le temps. Et je vais avoir la température en fonction du temps, fonction de R dans R, et sa dérivée ne pose aucun problème. Que je sache ou non définir un vecteur à la surface de la Terre quand je vais de Paris à Berlin, ça par contre, je peux toujours le mesurer, la fonction T de T. Et ce que vous voyez, c'est que la dérivée de cette fonction, va dépendre de mon vecteur vitesse quand je vais de Paris à Berlin, par exemple. Parce que ça dépend de quelle direction je suis, et ça dépend de la vitesse à laquelle j'y vais. Donc, caché dans l'évolution de la température et dans son taux de variation, caché là-dedans, il y a mon vecteur vitesse, en fait. Il y a une correspondance directe entre mon vecteur vitesse et la variation de la température au cours du temps. En chaque point, si je change de vecteur vitesse, je vais avoir une variation différente de la température. Soit parce que si je vais dans une autre direction, par exemple, si je vais par là au lieu de par là, la température ne va pas varier de la même façon. Soit parce que je vais dans la même direction, mais je n'y vais pas à la même vitesse. Donc, vraiment, la variation de la température au cours du temps, le long de la trajectoire, si vous voulez, est directement liée à la vitesse en tant que vecteur, c'est-à-dire dans quelle direction je vais et à quelle vitesse j'y vais. Or, la vitesse, c'est quelque chose qui est local, à nouveau. C'est défini en un point. Ce n'est pas un vecteur entre deux points, la vitesse. Bon, à nouveau, rappelez-vous le premier cours, j'ai vraiment distingué ça. La vitesse, c'est un vecteur en un point. Et donc, de la même façon, oublions les vecteurs d'espace entre deux points. Dans une variété, je peux très bien aller d'un point à un autre en suivant une courbe, et en chaque point, je peux définir la vitesse de la courbe, ma vitesse le long de la courbe, ou la vitesse de la courbe, disons, puisque la courbe, encore une fois, c'est une fonction de R dans M, donc c'est la courbe qui a une vitesse, enfin c'est moi qui la suis si vous voulez, mais la vitesse de la courbe va pouvoir être définie à partir du taux de variation d'une fonction définie sur la variété. Alors on me dirait, oui, mais le taux de variation d'une fonction, ça ne définit pas entièrement une notion de... ça ne définit pas entièrement une direction, parce que par exemple, si je dis, tiens, la température, elle ne varie pas, c'est peut-être que je suis en train d'aller par là, ou en fait par là. Donc déjà. Par ailleurs, je peux avoir une fonction, peut-être que la température, elle ne varie pas par là, mais elle ne varie pas non plus par ailleurs, enfin dans une autre direction. Mais c'est déjà une indication. Autre problème aussi, si je vois que la température varie un petit peu, là, donc encore une fois, j'ai mon thermomètre et je regarde à quelle vitesse, enfin à quel taux elle varie, à quel taux par unité de temps. Je ne sais pas si je vais dans une direction où la température varie beaucoup, mais je m'y déplace doucement, ou si je vais dans une direction où la température varie peu, mais je m'y déplace vite. Donc il y a une ambiguïté. Mais quand même, il y a un lien très clair, et puis surtout, la réponse à ça, elle est très simple. Si je prends la température, j'ai une ambiguïté, mais si je prends une autre fonction, si je prends une fonction qui se déplace... Alors, si la température, c'est ça, c'est courbe de niveau. Très bien. Donc si je vois que
la température ne varie pas, je ne sais pas dans quelle direction je vais, par là ou par là. Mais si je prends une autre fonction qui a des courbes de niveau comme ça maintenant, je vais tout de suite voir si en fait, vous voyez, si je me dis, disons, si je connais le taux de variation le long de ma courbe de toutes les fonctions possibles et imaginables, j'ai entièrement caractérisé la direction dans laquelle je vais et à quelle vitesse j'y vais le long de la courbe. Donc en fait, on va le formaliser après la pause peut-être, si on fait une pause. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va caractériser un vecteur vitesse d'une courbe en un point. On va le caractériser par le taux de variation de toutes les fonctions de m dans R lorsqu'on se déplace le long de la courbe. Ben voilà, j'ai essentiellement tout dit. Alors, taux de variation, c'est-à-dire au rythme, je vais dire comme ça, quand on se déplace le long de la courbe, au rythme du paramètre de la courbe. Donc ça va être un df, sur d lambda, lambda paramètre de la courbe. Alors, vous allez me dire, il n'y a sans doute pas besoin de prendre toutes les fonctions pour caractériser les directions. Sans doute que si je prends des fonctions qui varient par là, des fonctions qui varient par là, si je prends des fonctions avec un gradient, au sens intuitif, avec un gradient, je sais pas, enfin, un certain gradient dans une direction, enfin dans toutes les n directions, ça devrait suffire à caractériser, dans quelle direction je vais et à quelle vitesse. C'est vrai, mais ça ne mange pas de pain de les prendre toutes. En fait, ce qui est certain, c'est que à une courbe donnée, en un point, à une courbe donnée passant par un point à une certaine vitesse de paramètre, c'est-à-dire à un certain rythme du paramètre, est associé un taux de variation de n'importe quelle fonction qui est définie sur l'espace. Et du coup, on va pouvoir définir les vitesses d'une courbe via la dérivée des fonctions, et on va montrer que ça a bien la structure d'un espace vectoriel, et que j'aurais ainsi effectivement défini un vecteur vitesse. J'aurais défini en chaque point, associé à une courbe, la vitesse de la courbe avec une direction et une taille. Encore une fois, la direction va être liée au fait que en me déplaçant le long de la courbe dans la direction de la courbe, donc en me déplaçant le long de la courbe, les fonctions, la densité, la température, les fonctions varient d'une certaine façon, et à chaque direction correspond une certaine façon, et la taille va être indiquée par à quelle vitesse je me déplace le long de la courbe. Mais à une courbe donnée, donc gamma de R dans M, qui a lambda associe gamma de lambda à un certain point de M, à chaque courbe va être associée en chaque point une vitesse que je vais noter V gamma P, la vitesse de la courbe gamma au point P. Et cette vitesse, ça va être en fait une fonction qui prend une fonction et qui donne un nombre. Ce nombre, ça va être la dérivée de la fonction. Alors, en fait, ça va être la dérivée de f rond gamma au point P. Je vais maintenant le formaliser, mais je voulais faire cette introduction, j'espère que ce n'était pas trop confus, pour vous montrer pourquoi il est tout à fait naturel d'associer un vecteur, disons, de voir
un vecteur associé à un déplacement dans l'espace comme une dérivation des fonctions, en fait. Parce que, autrement dit, si je veux définir une fonction, une direction dans l'espace, dans un espace dans lequel je n'ai pas une notion affine, sinon, ok, si j'ai un espace vectoriel, ma direction c'est associé à tel vecteur, ok, mais je n'ai pas de vecteur. Mais je peux définir une direction, comment? En disant, c'est la direction dans laquelle telle fonction varie comme ça, telle autre fonction varie comme ça, telle autre fonction varie comme ça. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a un champ de température ici, là, autour de Paris, en ce moment. Je peux vous dire, je vais dans la direction où la température augmente le plus, ou n'augmente pas. Et si je vous donne plein de fonctions définies dans l'espace, et que je vous dis de combien varie chacune de ces fonctions, vous savez dans quelle direction je vais. Donc il y a un lien vraiment entre... Enfin, on peut définir une notion de direction, alors même qu'on n'a pas de notion de vecteur entre des points, on peut définir une notion de direction à partir des variations des fonctions dans l'espace. Parce que les fonctions, elles sont définies dans l'espace, en chaque point il y a une certaine valeur. Et donc, je peux dire, je vais dans la direction où maintenant, ma nouvelle valeur, c'est temps. Ah, ok, donc vous savez où je suis allé. Alors, si je vous donne, encore une fois, si je vous donne qu'une fonction, ça peut être ambigu. Si je vous donne toutes les fonctions possibles, eh bien là, c'est plus ambigu. C'est sans doute redondant, c'est redondant, mais qu'à cela ne tienne. Si je passe d'un point à un autre, toutes les fonctions vont varier de ce qu'elles valaient là à ce qu'elles valent maintenant ici. Donc, vous voyez comment ça me donne une notion de direction. Et encore une fois, pour faire un vecteur, il faut une direction, il faut aussi une taille. Et la taille, ça va dépendre de à quelle vitesse je parcours la courbe, combien de temps je me mets pour aller de P1 à P2. Et ça, ça va dépendre du paramétrage. Si je fais un paramétrage 2 fois plus rapide, eh bien, toutes les dérivées des fonctions vont être multipliées par 2. Mais encore une fois, vous voyez que le vecteur vitesse d'une courbe peut être exactement défini comme, en fait, ce qui correspond à la dérivée directionnelle dans la direction en question des fonctions. Donc à partir des dérivées des fonctions le long d'une courbe, je définis une notion de vecteur en un point, sans jamais avoir eu besoin d'une notion de vecteur entre deux points. C'est ça la clé vraiment fondamentale. J'ai essayé de le dire un peu avec des mots pour que vous sentiez pourquoi c'est une bonne façon de faire, et parce qu'en fait, c'est la façon naturelle de faire. Et c'est la façon dont ça se fait. Et on va maintenant le montrer formellement en définissant la vitesse de la courbe comme ça, et en montrant que ces vitesses forment un espace vectoriel de dimension n, exactement conforme à notre intuition de ce qu'est un vecteur tangent. C'est-à-dire, vous avez, mettons que vous êtes sur une espèce de sphère ou de patate comme ça, vous avez une courbe qui se balade comme ça. En ce point-là, vous pouvez imaginer, c'est une image, parce que là, il faut imaginer l'espace plongé dans un espace plus grand. On a dit qu'on voulait s'affranchir de ça. Mais pour l'image, pourquoi pas, vous voyez qu'en un point, vous avez un vecteur tangent ici. Si vous déplacez le long de cette courbe, cette courbe a une vitesse qui... En ce point-là, donc à l'instant où vous passez par là, en ce point-là, la direction de la courbe, c'est ça avec une certaine vitesse. Après, vous pouvez avoir une autre courbe, celle-ci, qui est en train d'aller par là à une certaine vitesse, plus ou moins grande. Et donc, vous avez effectivement des vecteurs tangents ici. C'est-à-dire, cette notion-là, c'est bien la notion... Dans l'espace plongé autour, là, qui lui est euclidien avec une notion de vecteur affine, ça c'est vraiment un vecteur, là pour le coup, vous pouvez mettre un vecteur entre deux points, mais ça n'empêche que c'est la vitesse en ce point-là. C'est pas je vais de là à là, ça ne veut rien dire. Mais vous voyez que la représentation en termes de vecteur tangent est limpide ici. Pour une courbe donnée sur une surface courbe ou pas, vous avez une notion de vecteur tangent dans l'espace dans lequel la notion de vecteur est intuitive, mais en fait, en définissant la vitesse comme ça, vous avez quelque chose qui est exactement équivalent. On peut montrer que c'est exactement équivalent.
mais qui est définie sans faire référence à un espace autour, sans faire référence à un vecteur déplacement, simplement par la dérivée des fonctions en un point. Oui. Mais les fonctions, on doit quand même, on doit les connaître. Parce que sinon, même si oui. on a 1 million de fonctions, ouais. on aura une forme... Oui, mais chaque fonction est ce qu'elle est. C'est-à-dire, vous avez une fonction de m dans R, elle attribue à chaque point une certaine valeur. Mais qu'on doit connaître. Bah, qui est donnée par la fonction. Si vous prenez une autre fonction, ce sera une autre valeur. Mais vous allez voir, vous allez voir. Toutes les fonctions sont définies. Alors, évidemment, pour pouvoir utiliser la dérivée de la fonction, il faut que la fonction soit différenciable, mais on a une notion de différenciabilité. C'est pour ça qu'il faut d'abord une structure différentielle. En fait, je ne comprends pas une notion dans le sens où on dit que les fonctions sont définies en des points. Oui. Mais les points représentent l'espace. Oui. Mais du coup, les vecteurs qu'on veut définir ici sont des vecteurs qui ne représentent plus une notion de distance, une notion de vitesse. Mais dans ce cas-là, pourquoi on va remonter à une notion de distance avec les points qui définissent la... Enfin, on n'a pas de... Non, on n'a pas de notion de distance. J'ai jamais parlé de distance là-dedans. Et c'est ça qui est fort, on n'en a pas besoin. Non. C'est juste des lieux différents. Voilà, ça, c'est des lieux différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de caractériser... Il n'y a pas de notion de distance entre les deux points. Non. J'ai rien introduit comme ça pour l'instant. Et en fait, on ne le fera jamais, mais on va introduire des... En fait, on va pouvoir définir des distances entre deux points le long d'une courbe, parce que le long d'une courbe, je vais pouvoir définir des vitesses. Et du coup, vous pouvez dire que la distance, c'est l'intégrale de la vitesse par rapport au temps, ou par rapport aux paramètres. Donc vous pouvez, après coup, définir une notion de distance. Mais il faut oublier l'idée de définir des vitesses à partir des distances, comme on le fait d'habitude, dr sur dt, enfin la limite, etc. Parce qu'il n'y a pas de notion il n'y a pas de notion de distance dans l'espace. Certes, in fine, on va arriver à donner un certain sens à cette notion, mais justement en se servant des vitesses. Donc on ne peut pas se dire, oui, bah, j'ai cette notion et donc je définis la vitesse. Non, vous avez besoin de la vitesse pour définir la notion. Donc il y a un moment, il faut fonder les choses de façon indépendante d'une notion de vecteur. De toute façon, il n'y a pas, même quand vous allez définir une distance entre Paris et Berlin, il n'y a pas un vecteur Paris-Berlin. De toute façon, ça c'est mort, mort, mort. On arrivera, encore une fois, à définir une notion de distance, mais de façon détournée. Et il y a même des subtilités, parce que imaginez que vous êtes dans une variété différentielle, un tore comme ça. C'est quoi la distance entre ce point-là et ce point-là? Alors vous allez me dire, on va définir une notion de géodésique, vous prenez la géodésique, c'est la distance la plus courte. Ok. Alors, mais vous avez une géodésique peut-être qui fait ça, mais vous avez peut-être une géodésique qui passe en dessous, qui revient, j'en sais rien. Prenons une sphère, c'est plus simple à voir. La distance entre ce point-là et ce point-là. Alors vous allez dire, la géodésique, c'est un grand cercle, donc c'est ça la distance. Oui, mais en fait, je pourrais passer par l'autre côté aussi. C'est aussi une géodésique et la distance va être plus grande. Ça, il peut y avoir des problèmes. En plus, vous pouvez vous retrouver dans l'espace-temps avec des singularités, avec un point qui manque ici, par exemple. Et du coup, c'est quoi la distance entre ces deux points? La notion de distance, on pourra donner un sens dans certains cas, etc., mais ce sera un truc dérivé, ce n'est pas quelque chose qui est présent au départ, dont on peut se servir pour faire des constructions. Au contraire, on aura besoin de plein de constructions pour arriver à une notion de distance. Et donc, par contre, on peut définir, dès qu'on a une structure différentielle, comme j'ai introduit avant, dès qu'on a une structure différentielle, on peut définir des vecteurs en un point en les associant, enfin, en tant que vitesse de courbe. Parce que quand on a une courbe, qu'on se déplace à une certaine, enfin, disons, on va dire à un certain rythme, au rythme d'un certain paramètre le long de la courbe, alors toutes les fonctions, je peux regarder la variation en fonction du paramètre,
par exemple le temps, ou en fonction du paramètre, je peux regarder la variation de la valeur de toutes les fonctions. Et ça me caractérise entièrement la vitesse en question. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause quand même? Oui. Ouais, hein, je crois qu'il faut. Ça fait 2 heures déjà? Ok. Pause, et on introduit la définition formelle des vitesses des courbes après.